Un jour, je parcourais un livre, Oui. et dans ce livre, j'ai trouvé un passage, une citation plutôt, Oui. qui disait que le corps parle plus que les mots. C'est-à-dire notre corps est plus bavard Oui. que les mots. Effectivement. Je me suis dit, waouh, ça fait sens. Ça, c'est une vérité. Notre corps est plus bavard que nos mots. Oui. On n'est pas orateur, Oui. les amis. On le devient. Et puisqu'on le devient, il y a tout un processus à suivre. Il y a des étapes. Donc pour moi, la première des choses est d'avoir une volonté sincère. Ok. Une volonté. Une volonté inébranlable. Une volonté posée sur un désir brûlant de devenir un grand orateur. Ouais. Comment vous définissez l'éloquence ou l'art oratoire, cher Doré Mansoro? Je voudrais encore vous dire merci pour cette opportunité, merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps, parce que nous savons tous, le temps c'est la ressource la plus importante. Oui. Ceci étant dit, vous savez, l'éloquence, chaque praticien essaie de donner sa réponse. Oui. Je vais justement tenter de dire ce que je pense de l'éloquence. Oui. Je pense très simplement, ou tout simplement, que l'éloquence, c'est l'art de bien s'exprimer. Oui. C'est cette capacité à bien dire, à bien incarner son message. C'est-à-dire cette capacité qu'a un être humain à bien transmettre un message donné Oui. vers un public donné, un public cible, Oui. en tenant compte de 3 éléments fondateurs. Le premier, c'est le langage verbal, c'est-à-dire le contenu de votre discours, Oui. sa structure. Donc tous ces éléments-là relèvent de ce qu'on appelle la rhétorique. Oui. D'accord? Et il y a le deuxième élément. Le deuxième élément, il s'agit de l'aspect corporel, c'est-à-dire le langage corporel. Oui. D'accord? C'est un élément qui est indispensable. Oui. Et le troisième élément, il s'agit de l'aspect paraverbal. Oui. On parle aussi de la prosodie. C'est votre voix, la manière de l'utiliser. Oui. Il faut éviter d'être monotone. Donc la combinaison de ces 3 éléments, c'est ça l'éloquence. Bien sûr, il y a d'autres éléments à côté, mais fondamentalement, je définis l'éloquence comme étant cette belle manière de s'exprimer, transmettre un message vers un public cible en tenant compte de 3 éléments fondamentaux. D'accord? Oui. L'aspect verbal, corporel et paraverbal. Merci beaucoup, Monsieur Doré Mansoro, pour cette belle explication. Donc, du coup, on va passer à l'étape suivante, ce qui concerne au moins comment devenir, selon vous, un bon orateur ou une bonne oratrice et quels sont les prix à payer. Parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut acquérir sans effort, ben sans quelque chose de contrepartie. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent comment devenir bon orateur. Ouais. Comment je peux faire pour devenir cette personne qui a la capacité de convaincre, Oui. de persuader Oui. les gens. Et je pense que c'est très simple. Devenir un bon orateur ou un orateur d'excellence, c'est quelque chose qui se développe, qui se prépare, Oui. qui se construit. On n'est pas orateur, Oui. les amis. On le devient. Et puisqu'on le devient, il y a tout un processus à suivre. Il y a des étapes. Donc pour moi, la première des choses est d'avoir une volonté sincère. Ok. Une volonté. Une volonté inébranlable. Une volonté posée sur un désir brûlant de devenir un grand orateur. Ouais. Pour moi, c'est la première des choses. En reconnaissant bien sûr sa personnalité, parce que quand on parle d'orateur, il y a une question de personnalité, d'estime de soi, de confiance en soi. Ces éléments-là sont très très importants. Donc la première des choses, je dirais, c'est la volonté. Deuxièmement, il faut chercher les informations, chercher des livres en art oratoire, chercher ceux qui sont bien dans le domaine, la modélisation. Suivez ces personnes qui ont maîtrisé cet art, d'accord? Troisième étape, je dirais, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a pas de secret. Et c'est ce que Démosthène disait. Un grand orateur, c'est celui-là qui pratique, pratique, pratique et pratique encore. Donc si vous voulez devenir
un grand orateur, ou la manière ou les étapes à suivre pour devenir un grand orateur. D'abord, il faut la volonté, savoir qui vous êtes, l'ambition, la personnalité, l'estime de soi, la confiance. Il faut d'abord comprendre ces éléments-là. Deuxièmement, chercher les informations, participer au club d'art oratoire, participer au concours, chercher des informations, lire, voyez un peu. Et troisième, pratiquer. Donc avec le temps, vous serez un grand orateur, ou un orateur d'excellence. Ok. Le livre, il est là, devant vous. On va essayer de mettre le lien sur Amazon. Le livre est déjà sur Amazon, sur la plateforme de vente. Donc vous allez acheter le livre là-bas, de lire et de comprendre de quoi il s'agit. Aussi, on va essayer de mettre les informations qui se trouvent ici au Maroc, un numéro WhatsApp et un numéro direct. Ou même, et vous pouvez passer la commande chez moi, ou bien chez lui, ou bien chez les autres assédimiens qui se trouvent dans les autres villes du royaume. Doré Mansourou, quelles sont les qualités essentielles d'un bon orateur ou d'un orateur d'excellence? D'accord. Je pense que la première des choses, ou la toute première qualité d'un bon orateur, c'est la capacité d'écoute. Désolé, je suis désolé. Quand on parle d'un grand orateur, c'est pas seulement quelqu'un qui sait utiliser ses mains, qui sait utiliser sa voix, qui sait construire un discours. Non. Ces éléments-là sont très importants. Mais la première des qualités, à mon sens, c'est notre capacité d'écoute. Écouter les autres. Écouter, comprendre son public. Parce que si vous n'écoutez pas, si vous ne connaissez pas votre public, comment allez-vous construire votre discours? Impossible. C'est impossible. Donc pour moi, la première des choses, c'est écouter l'autre, comprendre l'autre, comprendre le besoin de l'autre. C'est à partir de là où vous pouvez bien construire votre discours et avoir cette capacité à bien le transmettre. Donc pour moi, c'est la première des qualités. La deuxième des qualités, à mon sens, c'est le respect. Quand on est orateur, on est un leader. Et le leader, c'est pas quelqu'un qui déstabilise les autres. C'est pas quelqu'un qui pense c'est lui le centre. D'accord? C'est pas quelqu'un qui pense que sans lui, les autres sont perdus. Non. Un orateur, c'est quelqu'un qui respecte les autres, qui est là justement pour dire ce qu'il pense, ce qu'il sait, c'est-à-dire partager. Il est dans le cadre du partage, pas dans le cadre de se substituer. Donc pour moi, le respect dans le rapport entre l'orateur et son audience ou son public. Et cela implique beaucoup d'éléments, par exemple l'interaction, et aussi dans le moment particulier qui concerne les questions-réponses, il faut aussi ce respect, il faut le maintenir jusqu'à la fin. Donc pour moi, le deuxième élément, c'est le respect. Et si je peux bien sûr ajouter un troisième élément, ce serait un élément localisé dans ce que j'ai appelé les trois dimensions de la prise de parole publique. C'est-à-dire la capacité à faire usage du verbe, c'est-à-dire du contenu, de bien construire son contenu, sa capacité à faire usage de son corps, mais aussi sa capacité à faire usage de sa voix. Donc tous ces éléments-là sont développés dans le livre, on ne va pas les détailler. Et donc voilà un peu, en quelque sorte, ces trois éléments essentiels qui définissent un grand orateur, selon moi. Bien sûr, l'écoute, le respect, et sa capacité à faire usage des trois dimensions de la parole, c'est-à-dire l'élément verbal, paraverbal et l'élément corporel. Le fameux livre L'éloquence à votre portée. Donc selon vous, quelle est la bonne méthode pour commencer un bon discours ou bien une bonne présentation? Pour bien commencer un discours, moi je pense que nous avons l'habitude de dire bonjour, je m'appelle tant, oui, je pense que c'est la formule classique, d'accord? Mais je pense qu'il y a d'autres manières par lesquelles nous pouvons débuter notre discours. Je prends juste un exemple, notre capacité à relater les faits, c'est-à-dire le storytelling, donc raconter une histoire captivante, une histoire qui fait lien avec votre discours, le contenu de votre discours, le contenu de votre message. D'accord? C'est un peu même, je dirais, ne pas être vraiment, c'est commencer le discours en étant vraiment écarté. Mais c'est aussi une façon de capter l'attention. D'accord? Vous allez penser que la personne est en train de raconter n'importe quoi. D'accord? Dérailler. D'accord? Ou bien la personne est hors sujet.
Mais vers la fin, vous allez comprendre que la personne n'est pas hors sujet. Donc pour moi, tout dépend de la créativité de la personne, d'accord, de sa force en matière de prise de parole publique. Donc raconter une histoire qui pourrait être personnelle ou un vécu qui a été raconté par une autre personne. Ça, c'est l'une des bonnes manières pour commencer un discours. À côté de ça, il y a aussi notre capacité à poser des questions. On parle de questions rhétoriques, juste parfois il y a ce qu'on appelle des questions ouvertes, aussi des questions fermées. On peut commencer par ça, on peut aussi commencer par une citation, des chiffres, avant de se présenter et saluer. Donc pour moi, c'est la bonne des manières pour commencer un bon discours, une bonne présentation. Donc savoir raconter une histoire, poser des questions, elle peut être fermée ou ouverte, aussi raconter un fait marquant, des chiffres. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc ce que j'aimerais que ceux qui nous suivent sachent, et que la bonne des manières, c'est de raconter une histoire. Donc la bonne méthode pour commencer un discours ou bien une présentation en public, selon notre très cher invité, c'est de commencer à raconter une histoire, c'est-à-dire storytelling en anglais. Donc, selon vous, c'est quoi l'importance de programmation neuro-linguistique en matière de prise de parole en public? Tout d'abord, j'aimerais juste dire quelque chose avant d'aborder cette question. Cette méthode ou cette manière, cette façon de voir ou de procéder à la préparation en matière de prise de parole en public, qui inclut la programmation neuro-linguistique, ne remplace jamais la préparation, la connaissance et tous les autres éléments. Cependant, cette étape se passe comme suivant. Vous vous mettez dans un cadre positif, dans un lieu où il n'y a pas de bruit. Vous essayez de nourrir votre conscience, votre subconscience de façon positive, de la positivité, d'accord? Vous vous dites que oui, c'est possible, je peux le faire, et que non seulement vous méditez sur ce que vous voulez, et après vous visualisez, vous visualisez la scène, vous êtes en train d'interagir, les gens vous applaudissent, les gens sont en train de vous applaudir. Donc ce sont ces éléments-là qui entrent dans le cadre de la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire vous vous programmez à l'avance, avant même vos tours, c'est-à-dire prise de parole en public. D'accord? Donc c'est ça un peu la programmation neuro-linguistique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne remplace jamais la préparation et la connaissance. D'accord? Donc c'est un élément qui accompagne qui accompagne la psychologie ou le processus de préparation. D'accord, comme vous avez bien entendu, la programmation neuro-linguistique, c'est un élément psychologique qui accompagne la préparation pour faire une très bonne présentation en matière de prise de parole en public. Selon vous, c'est quoi la confiance en soi? D'accord. Je pense que la confiance en soi, d'abord, c'est cette capacité à se reconnaître comme étant quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui est humain, qui peut aussi faire des erreurs, tout comme qui a des forces, tout comme des faiblesses, mais qui a cette capacité à s'engager, à réaliser et à se projeter dans l'avenir. Donc moi, je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas, je ne dirais pas c'est quelque chose d'inné, je ne le pense pas. C'est quelque chose qui se construit, mais cette construction n'est pas du hasard. Ça naît de ce que j'appelle d'abord notre capacité à savoir ce que nous voulons, mais ça commence d'abord par l'estime de soi, parce que c'est la clé, c'est le fondement même de la confiance en soi. Il faut se connaître, s'accepter et se valoriser. Ça, c'est l'estime. Mais la confiance en soi, bien, ça se développe avec l'action, la pratique. Donc, dans le cadre de la prise de parole en public, le fait de savoir ce que nous voulons et que nous nous maintenons à la pratique, c'est ça qui fait développer ou accroître votre confiance en vous.
Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la confiance en soi. Et, Et une dernière chose, c'est que la confiance en soi naît de ce qu'on appelle la discipline. Sans la discipline, c'est difficile d'avoir de la confiance en soi. vous avez entendu, sans la discipline, c'est beaucoup difficile d'avoir la confiance en soi. Donc soyons disciplinés et l'apprentissage continue toujours. Donc selon vous, vous avez abordé également de maîtriser sa présentation ou bien sa respiration pour mieux exprimer, c'est-à-dire en regardant son public et aussi la puissance de sa voix. Quel est l'impact de ça en matière de prise de parole? Oui, je pense que ces éléments, je les ai localisés dans la troisième partie du livre. C'est-à-dire, ce sont, à mon sens, des techniques ou des manières qu'il faut adopter pour pouvoir bien transmettre son message. Donc, pour moi, le regard, d'abord, c'est un signe de respect, de présence. Quand j'interagis avec quelqu'un, je dois regarder la personne. Effectivement. Ça prouve que je suis présent, mais aussi je respecte la présence de l'autre. Effectivement. D'accord? Donc pour moi, le regard, c'est un outil puissant de liaison. Il y a d'autres éléments que nous pouvons aborder sur la question, mais ce que vous devez savoir est que le regard, c'est la présence. C'est le respect de l'autre. Mais aussi, ça prouve que on est là pour dire quelque chose et que les gens qui sont venus nous écouter méritent d'être regardés. Parce que si je ne regarde pas mon interlocuteur, pour moi ça veut dire deux choses. Premièrement, soit ce que je dis, je ne suis pas sincère dans ça. Deuxièmement, peut-être je ne maîtrise pas la prise de parole en public. Sinon le regard, c'est un outil puissant. Il ne faut jamais, jamais dans la vie fuir le regard de l'autre. Fuir le regard de l'autre. Il faut regarder l'autre. Parce que c'est dans le regard que l'on reconnaît sa personne dans la personne de l'autre. On se reconnaît dans l'autre à travers son regard. Voilà. Donc il y a aussi, vous avez parlé de la voix. Oui, mais la voix c'est un outil aussi puissant en matière de prise de parole. J'adore la voix, j'adore. La voix. Donc ici on essaie justement de dire aux gens de prendre conscience de l'utilité de la voix. Et que la voix, lorsqu'elle est bien utilisée, elle devient comme une mélodie. Et la mélodie, vous savez quoi? C'est quelque chose qui transporte les gens. C'est quelque chose qui transporte. Donc moi, il faut éviter la monotonie dans la prise de parole en public. Il faut varier. Il faut varier sa voix. C'est pourquoi j'avais voulu mettre dans mon livre l'apprentissage de la musique. Parce que pour moi, je pense que la prise de parole en public doit être comme une musique. Il faut qu'il y ait des variations. Parfois on monte, parfois on essaie de stabiliser, parfois on descend. C'est ça qui fait la beauté de la prise de parole en public. Exactement. Donc pour moi, on peut approfondir les choses, mais justement, c'est juste pour donner quelques éléments de réponse par rapport à votre question posée. Effectivement. Donc, en conclusion, la voix, le regard, tous ces éléments-là sont utiles en prise de parole en public. Nous avons la voix, chacun de nous. Nous avons les yeux, nous pouvons regarder, mais tout ce que les gens ont besoin, c'est d'apprendre à les utiliser. C'est pourquoi quand on est quelqu'un qui maîtrise la prise de parole en public, ceux qui se disent coach, mais ces gens-là n'ont rien finalement à donner aux gens. Ils sont là justement pour dire, vous avez tout, mais voilà comment vous devez les utiliser. C'est pourquoi il faut le faire avec un grand respect. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je pense que les étudiants qui nous regardent et ils seront en mesure de prendre la responsabilité de regarder prochainement les gens, yeux dans les yeux, mais aussi essayer de travailler sur leur voix. Selon vous, c'est quoi l'importance de maîtriser sa gestuelle en matière de la prise de parole en public? Un jour, je parcourais un livre et dans ce livre, j'ai trouvé un passage, une citation plutôt, qui disait que le corps parle plus que les mots. C'est-à-dire notre corps est plus bavard que les mots. Je me suis dit, waouh, ça fait sens. Ça, c'est une vérité. Notre corps est plus bavard que nos mots. Je pense que dans la prise des paroles en public, notre corps, d'après l'étude de Mérabien, c'est-à-dire le langage corporel, je pense 57%
Parfois, d'autres disent 55 ou 57, mais quand même, c'est dans les 50%. Oui. D'accord? Alors que le contenu, c'est pas l'écrit, le texte, c'est juste 7%. Okay. Mais attention, ça ne veut pas dire que les 7%, ce n'est rien. Non, non, non. C'est d'abord pour moi le fondement même de la prise de parole publique. Parce que si vous n'avez rien à dire, eh bien, vous n'allez pas justement venir devant les gens, utiliser la main, utiliser la voix criée. Non, non, non. Il faut avoir un contenu. Mais l'importance stratégique du langage corporel n'est même pas à démontrer. Parce que, supposons que nous sommes en train d'interagir. Nous sommes en train de communiquer. Je suis là, planté comme un arbre, ou bien, je ne sais pas, un bâtiment. Je ne fais que parler. Mais je ne bouge. Je sais que je n'utilise même pas l'expression de mon visage, ni mes mains. Je ne bouge même pas. Mais je suis statique, comme si j'étais, je ne sais pas, un objet, en fait. Comme j'étais un objet. Non, ça c'est pas bon en prise de parole publique. Il faut être dynamique. Et pour avoir de la dynamique, il faut la mise en place ou il faut l'utilisation de son langage corporel. Donc pour moi, c'est un élément qui est très très important. L'usage de son corps. Bien sûr, j'ai développé plusieurs éléments, nous n'allons pas... Non, c'est beaucoup. Mais voilà, je pense que ceux qui auront le livre pourraient vraiment en bénéficier. Merci beaucoup. Et je pense, avant la dernière question, avant qu'on s'est dit merci, et nous avons ici, vous avez abordé, notamment dans votre fameux livre, l'éloquence à votre portée, l'art de répondre à une question, séance publique, de façon diplomatique ou de façon vraiment en respectant les invités. Comment vous abordez, comment vous expliquez ça devant les étudiants ou bien devant les abonnés qui nous regardent de loin ou de près? Bon, je pense que à la fin de votre discours, de votre présentation, lorsque quelqu'un vous pose une question, je pense que la première des choses à faire, c'est de lui dire merci. Merci d'avoir posé la question. Parfois, je peux comprendre. Certains pourraient dire, et si la question est déplacée? Moi, je pense que la moindre des choses, dire merci à quelqu'un, ce n'est rien. C'est la belle des choses. C'est la belle des manières, c'est une forme de considération, d'accord? Donc pour moi, peu importe la question, vous devez d'abord remercier la personne avant de répondre. Et en répondant, bien sûr, il faut garder le contact visuel avec la personne. Celle qui a posé la question, c'est la personne. Sans aussi oublier que les autres sont là, d'accord? Il faut regarder les autres, mais votre attention doit être beaucoup plus portée sur la personne qui a posé la question. Et vous devez terminer d'ailleurs la réponse en fixant la personne qui a posé la question. D'accord? Donc pour moi, c'est un élément qui est déterminant en prise de parole publique. Il faut considérer la personne. Bon, si la personne essaie de pagailler ou je ne sais pas monopoliser, là vous pouvez quand même prendre une certaine posture, pas dans une forme d'agressivité, mais de façon respectueuse, pour dire à la personne que d'autres personnes ont des questions, et voilà, quelque chose comme ça. Et dans le cadre où, je dirais, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez justement demander la salle, mais demander la personne. Au cas contraire, dites simplement que j'apprécie votre question. À la sortie, j'aimerais échanger avec vous pour qu'après, je puisse apporter des éléments de réponse à votre question. Donc ce sont des manières qui sont, je dirais, diplomatiques, qui ne sont pas agressives et qui vraiment qui renforcent votre position de leader en matière d'interaction sociale. La toute dernière question, parce qu'on a beaucoup fait, et pourquoi faut-il apprendre à bien communiquer et non seulement savoir parler? Bon, je pense que c'est une question qui est intéressante. Nous savons tous parler, mais nous ne savons pas tous communiquer. Ça, c'est clair, parce qu'il y a une différence entre savoir parler et savoir communiquer. Savoir parler, pour moi, c'est l'élément embryonnaire de la parole, d'accord? Mais savoir communiquer, ça, c'est de l'art. C'est de la technicité de la parole. C'est cette capacité à convaincre, à persuader, à émouvoir. D'accord? Donc, si je
je me suis permis Oui. d'aborder cette question, c'est parce que derrière ça, il y a des utilités Oui. ou d'utilité. Bon, pourquoi j'ai dit des utilités? Parce que premièrement, le premier aspect de ça, c'est-à-dire le fait d'apprendre la prise des paroles publiques, il y a d'abord une utilité qui porte sur soi. Oui. D'accord? Par exemple, notre capacité à défendre nos propres intérêts dans le monde professionnel, notre capacité à interagir lorsque nous avons des entretiens d'embauche, notre capacité à évoluer au sein d'une entreprise, à négocier l'augmentation de notre salaire, notre capacité à interagir avec notre conjointe ou conjoint, notre capacité aussi à élever, éduquer nos enfants. D'accord? Donc ça, c'est l'utilité qui porte sur soi. Il y a aussi une utilité beaucoup plus, je dirais, une utilité sociale, qui est d'ampleur. D'accord? Donc cette utilité, c'est justement utiliser sa voix lorsqu'on maîtrise les codes de la prise de parole publique, d'utiliser sa voix pour être la voix des sans-voix, pour s'engager aux côtés de ceux qui sont maltraités. Donc c'est un peu ça, défendre l'intérêt général. Donc voilà un peu les deux axes ou les deux dimensions de l'importance d'apprendre à bien communiquer. Donc, chers étudiants et étudiantes, chers abonnés, chers followers, c'est à nous de dire un grand merci car Podcast d'Excellence est là pour les excellents. Et M. Doré Mansourou, initiateur de Podcast d'Excellence, vous dit merci. Les followers vous disent merci pour l'expertise partagée. Les abonnés vous disent merci et on vous lit dans les commentaires s'il y a des choses à apporter, s'ils ont besoin de faire quelque chose de plus. Ils ont besoin de vous sur une question, un sujet donné. Nous n'hésiterons pas de vous contacter pour une deuxième fois, pourquoi pas une troisième. Merci de répondre à notre invitation. Merci d'être à côté de nous. Merci pour le partage et surtout, merci pour le livre. Merci. Parce qu'on n'écrit pas pour soi. On écrit pour apporter une touche positive à l'humanité. Tout à fait. Ce que vous avez compris et ce que vous avez fait. Chers abonnés, le livre, je vais essayer de mettre le lien en description. Essayez de cliquer pour aller sur Amazon, acheter des formats numériques ou des papiers, format ici. Donc, je vais essayer de mettre un numéro WhatsApp. Vous allez contacter et le livre sera à votre portée sans vous déplacer. Merci beaucoup de nous suivre et on est là la semaine prochaine. Un autre invité. On va essayer de donner la parole à notre cher Mansourou, d'ajouter son mot de remerciement et tout ce qu'il a à faire. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces belles âmes qui nous écoutent, qui apprécient notre travail, que dans la vie, si nous sommes prêts à payer le prix de nos ambitions, rien ne peut nous limiter. Rien. C'est pour vous dire tout simplement que l'ambition a toujours un prix et que la volonté à payer ce prix nous permet d'aller plus loin. C'est pour cela, si vous avez de l'ambition, la volonté d'apprendre à devenir des grands orateurs, des orateurs d'excellence, vous pouvez y arriver. Il suffit justement d'apprendre les outils nécessaires, d'apprendre les techniques, à pratiquer, mais aussi à partager. Car c'est dans le partage que l'on grandit. N'hésitez pas à suivre ces étapes, car vous avez déjà tous les outils nécessaires. Vous avez tout pour devenir des grands orateurs, des orateurs d'excellence. Vous avez des mains, vous avez un corps qui va vous permettre de bouger. Vous avez les yeux qui vous permettent de voir. Vous avez de la voix qui va vous permettre de modéliser, de rendre votre discours musical. Je n'ai rien à vous transmettre. Tout est dans votre main. Alors, sortez,
engagez-vous, cherchez, fouillez, pratiquez et enseignez. Voilà les étapes ou le prix à payer pour devenir un grand orateur. Je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.